Peu de peuples dans l'histoire sont à la fois aussi totalement méconnus et aussi décriés que les Philistins. Leur nom à lui seul est devenu un terme péjoratif désignant une personne inculte et grossière. Nous connaissons principalement les Philistins à travers la Bible, où ils sont les ennemis du peuple d'Israël, un groupe violent dont le seul but semble être de soumettre et de brutaliser les Israélites. Bien sûr, la Bible est un texte religieux et, en tant que tel, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle relate les ennemis des Israélites de manière impartiale. Les Philistins sont un outil narratif, l'ennemi juré des protagonistes du livre. Ils fournissent certains des plus grands méchants de la Bible, Dalila, séductrice et traîtresse de Samson, et Goliath, le géant arrogant tué par le modeste David. En même temps, les Philistins nous laissent très peu de traces dans les archives historiques qui nous permettraient de discerner à quoi pouvait ressembler leur culture, un fait qui a peut-être accentué la dépendance aux sources bibliques. Nous ne savons pas quelle langue parlaient les Philistins, quel alphabet ils utilisaient, ni ce que leur culture valorisait. Leurs dieux sont obscurs et leurs origines demeurent un mystère persistant. Cependant, l'archéologie, en complément des rares sources écrites dont nous disposons, peut nous aider à dresser un portrait plus clair de ce peuple du Levant. Leur société reflétait des influences égéennes, chypriotes, égyptiennes et cananéennes. Ils construisaient de grandes villes avec des plans d'urbanisme élaborés. Ils produisaient de magnifiques œuvres artistiques, allant de la poterie et des textiles à divers types d'objets en métal. Ils étaient agriculteurs et commerçants, produisant de l'huile d'olive et des vins qu'ils échangeaient et vendaient dans toute la région. Leur culture a prospéré à une époque de bouleversement politique, alors que l'ancien Proche-Orient connaissait une transition majeure de l'âge du bronze à l'âge du fer. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette question. Qui étaient les Philistins? Les origines des Philistins, comme de nombreux aspects de leur culture, restent enveloppés de mystères. Comme ils n'ont laissé aucun écrit de leurs propres mains, nous dépendons des récits écrits, toujours biaisés, d'autres peuples pour nous faire une idée des Philistins, ainsi que de ce que l'on peut déduire des découvertes archéologiques. En ce qui concerne les Philistins, comme mentionné précédemment, la Bible constitue une source assez importante, mais dont l'historicité sera débattue jusqu'à la fin des temps, et surtout une source dans laquelle les Philistins apparaissent peut-être comme les principaux ennemis des Israélites. En conséquence, la Bible ne dresse pas un portrait particulièrement flatteur des Philistins. Non seulement ils sont des ennemis violents, mais ils sont aussi décadents et riches, occupant des terres fertiles et profitant des routes commerciales voisines. Bien sûr, le mot « philistin » est devenu synonyme de brute anti-intellectuel, une personne étroite d'esprit et hostile aux arts et à la culture. Quoi qu'il en soit, ce qui est fascinant, c'est que tant les sources écrites qu'archéologiques semblent indiquer que les Philistins n'étaient pas originaires du sud du Levant, ou du moins que de nombreux éléments de leur culture n'étaient pas natifs de cette région. À tel point que le consensus académique s'accorde généralement à dire que les Philistins étaient très probablement d'origine égéenne. Les récits historiques traditionnels soutiennent que ce peuple à l'origine égéen est arrivé dans le sud du Levant sur fond d'effondrement de l'âge du bronze récent, une période de bouleversements sociaux et politiques au XIIe siècle avec J.U.C., qui a vu le pouvoir des empires traditionnels du Proche-Orient décliner de façon spectaculaire. Les causes de cet effondrement, qu'elles soient sociales, environnementales ou dues à des invasions militaires d'un groupe connu sous le nom de peuple de la mer, font l'objet de débats. Des indices dans les récits bibliques concernant les Philistins semblent indiquer des influences étrangères sur leur culture. Le célèbre combat entre le futur roi David et le géant philistin Goliath, relaté dans le premier livre de Samuel, contient un indice révélateur. Il a été suggéré que le fait que les Philistins aient envoyé Goliath comme champion pour un duel singulier est révélateur d'une pratique propre au royaume mycénien. Ce célèbre récit pourrait donc laisser entrevoir une origine égéenne des Philistins. En dehors de la Bible, les descriptions des Philistins sont beaucoup plus rares. Cependant, une source importante est l'Égypte antique. Dans les représentations picturales égyptiennes des peuples de la mer, un groupe de tribus supposées avoir attaqué l'Égypte et d'autres régions de l'est de la Méditerranée vers l'an 1175 avec J.C., on trouve un groupe nommé les Pélécètes. Ces Pélécètes ont, selon la recherche moderne, été identifiés comme étant les Philistins. Souvent représentés portant des coiffes distinctives, ornées d'une grande plume, ces Pélézés sont en réalité les plus fréquemment illustrés parmi tous les différents peuples de la mer dans les sources égyptiennes, car ils ont attaqué le Proche-Orient sous le règne du pharaon Ramsès III. Les textes accompagnant ces bas-reliefs égyptiens, trouvés sur les pylônes de Medinet Habu, rapportent que les peuples de la mer, parmi lesquels les Pélécètes, ont voyagé depuis l'Anatolie à travers le Levant jusqu'en Égypte, affrontant les forces du pharaon lors de la bataille du Delta, une bataille qui vit les peuples de la mer, jusque-là incontrôlés, être vaincus et dispersés.
Ce qu'il advint des Pélésées après leur défaite est difficile à déterminer. Cependant, d'autres sources égyptiennes pourraient nous fournir la réponse. Les inscriptions de Médine Habou décrivent les peuples de la mer vaincus comme ayant été incorporés à l'empire égyptien, sans doute contraints de rendre hommage et de verser un tribut au pharaon. Notez que le terme « neuf arcs » est utilisé dans les sources égyptiennes pour désigner les ennemis étrangers. Quant aux 9 arcs, j'ai pris leurs terres et leurs frontières. Ils sont ajoutés aux miennes. Leurs chefs et leurs peuples viennent à moi avec des louanges. Il se peut très bien que les Pélésèdes vaincus aient été réinstallés au nord du territoire égyptien, dans le Levant sud, sur lequel les pharaons égyptiens exerçaient une hégémonie politique. Il est certain que les villes que nous désignons comme Philistines étaient presque toutes à l'origine cananéenne dans leur fondation. Bien qu'on ait traditionnellement supposé qu'il s'agissait d'événements violents, les vestiges archéologiques des villes qui allaient former la base de la Philistie, la région où vivaient les Philistins, ne montrent aucun signe de destruction généralisée à la fin du XIIIe et au début du XIIe siècle avec J.C. et aucun texte relatif au peuple de la mer ne rapporte une invasion du pays de Canaan lui-même. Au contraire, il semblerait que l'introduction de la poterie philistine dans la région, généralement utilisée comme indicateur de la diffusion de la culture philistine, se soit faite de manière pacifique, ce qui suggère que les Philistins n'ont pas conquis violemment le sud du Levant. De plus, les découvertes archéologiques philistines semblent indiquer une origine étrangère, plus précisément égéenne. La poterie en particulier a mené cette évolution. Les premières poteries philistines présentent des ressemblances frappantes avec les pièces mycéniennes contemporaines en termes de design, avec des motifs géométriques, linéaires et floraux, et apparaissent pour la première fois dans le sud du Levant tout au début de l'âge du fer. L'architecture philistine semble présenter des différences notables par rapport au style local. La technologie utilisée par les Philistins semble être très différente de celle employée dans le sud du Levant. Les fours présentent des designs égéens remarquables. Les plans architecturaux et des éléments comme les baignoires, les bases de colonnes et les foyers s'éloignent tous des styles de la région. Ce qui est également fascinant, c'est que ces technologies et influences égéennes n'ont pas totalement remplacé celles des Cananéens autochtones. Au contraire, les deux semblent avoir coexisté dans les villes philistines. Par exemple, après la supposée conquête de la Philistie, des ustensiles de cuisine cananéens peuvent être retrouvés dans tout le territoire philistin. Cela implique deux choses. D'une part, il est peu probable que les Philistins aient expulsé les Cananéens autochtones de leurs terres nouvellement conquises, et d'autre part, la culture philistine s'est développée comme une sorte d'hybride, incorporant des éléments égéens, cananéens et même égyptiens. Cela dit, malgré ses origines apparemment non locales, il faut se garder de considérer les Philistins comme un groupe monolithique ayant migré en bloc vers le sud du Levant à la fin de l'âge du bronze. On pense de plus en plus que les Philistins étaient peut-être composés de plusieurs peuples ayant migré dans la région, apportant avec eux différentes cultures et technologies, et qui ont connu une ethnogenèse sur place pour former la culture que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Philistins. Ainsi, l'apparition de la culture philistine n'est pas le résultat d'un événement migratoire monolithique en provenance de la Grèce mycénienne comme on l'a présenté par le passé. Au contraire, cette culture s'est formée à partir de divers peuples aux origines géographiques, culturelles et sociopolitiques différentes qui se sont installés en Philistie à la fin de l'âge du bronze et au début de l'âge du fer, fusionnant de multiples éléments sociaux, politiques et culturels locaux et non locaux. Ces groupes ont traversé un processus d'ethnogenèse, formant une entité complexe qui allait devenir ce que l'on appelle la culture philistine. Dans le même ordre d'idées, il est également fascinant de constater que les recherches récentes semblent indiquer que les étiquettes autrefois considérées comme des marqueurs solides d'ethnicité ou de nationalité, tels qu'Israélites et Philistins, n'étaient en réalité pas des indicateurs aussi clairs. Au contraire, il a été suggéré que la géographie et les facteurs socio-économiques constituent des indicateurs bien plus fiables pour comprendre le mode de vie des populations du Levant Sud. Par exemple, les villes côtières de la Méditerranée et celles situées dans les vallées de la Shéphéla où vivaient les Philistins avaient tendance à être plus riches et entourées de terres fertiles que les établissements situés dans les collines de Judée où résidaient les Israélites. Il en découle naturellement que les habitants menaient donc des modes de vie très différents, dictés par la réalité économique. Reimann estime que nous devrions comprendre les relations entre les Israélites et les Philistins non pas comme une opposition ethnique ou culturelle, mais plutôt comme une rivalité entre les populations côtières et celles de l'arrière-pays montagneux. Il se pourrait bien que les différences ethniques entre Israélites et Philistins n'aient pas été aussi marquées que la Bible souhaite le laisser entendre. Le territoire philistin, connu sous le nom de Philistie, était composé de 5 villes, elles-mêmes appelées la Pentapole philistine. Ces villes se trouvaient dans la région connue sous le nom de Palestine. En fait, le mot philistin est arrivé en anglais via le latin et le grec à partir de l'hébreu. On les désigne comme le peuple des Pélésais,
de la Philistie, et c'est de cette origine que le nom latin de la région, Palestina, s'est développé. Écrone était la ville la plus au nord, et la seule ville qui fut une nouvelle fondation philistine, car le reste des villes philistines étaient à l'origine des fondations cananéennes. Au sud d'Écrone se trouvait Gath, dont l'emplacement exact fait encore l'objet de débats. Certains chercheurs ont suggéré qu'elle se trouvait sur le site connu sous le nom de Tel es-Safi. À l'ouest se trouvait Ashdod, une grande ville mentionnée dans la Bible comme le centre de la religion philistine. Des textes découverts dans l'ancienne ville de Garit témoignent de l'importance d'Ashdod avant l'arrivée des Philistins à la fin de l'âge du bronze. Ashkelon, située sur les rives de la Méditerranée, était la seule des grandes villes philistines à posséder un port de taille importante, ce qui indique qu'elle était probablement la ville ayant la plus grande activité commerciale. La ville la plus au sud, Gaza, était à l'origine une implantation égyptienne avant l'arrivée des Philistins. On pense que c'est là que se situe le récit biblique de Samson et Dalila. Fait intéressant, de nombreuses grandes villes philistines étaient situées dans une région appelée la Shéphéla, une zone vallonnée composée de vallées larges, accessibles et extrêmement fertiles. Le contrôle de ces vallées était crucial pour l'économie philistine, qui reposait en grande partie sur l'agriculture. Ces terres étaient idéales pour la culture des céréales, la production d'huile d'olive, la production de vin et l'élevage du bétail. En dehors de ces villes, un certain nombre de petites localités existaient à travers le territoire philistin. Cependant, la grande majorité de ce que nous savons sur la culture philistine, ainsi que sur l'orientation politique et religieuse apparente de leur société, concerne ces 5 villes. Selon la Bible hébraïque, l'étendue du territoire philistin s'étendait du Wadi Gaza au sud jusqu'aux rives du fleuve Yarkon au nord. La frontière orientale de la Philistie était moins bien définie et probablement sujette à des variations au gré de la montée et du déclin de la puissance des Philistins. Après avoir établi leur domination politique initiale sur les 5 villes de la soi-disant Pentapole au début du XIIe siècle avant J.C., les Philistins auraient pu entreprendre des campagnes militaires qui ont étendu et consolidé leur contrôle sur le sud du Levant. Traditionnellement, les historiens pensaient qu'il s'agissait d'une période d'expansion agressive, supposée s'être déroulée sur environ un siècle, jusqu'au milieu du XIe siècle AVCAC-J.C., lorsque les Philistins sont entrés en conflit avec les Israélites. Au cours de cette période, des villes de la vallée de Jezréel, telles que Megiddo et Afoula, ont peut-être été placées sous l'hégémonie philistine, comme l'indique la découverte d'une grande quantité d'objets philistins, en particulier de la poterie datant de cette époque. De nombreuses villes de cette région ont également livré des exemples de poterie philistine. Dans le cas de Megiddo, ces pièces de poterie sont accompagnées de preuves de destruction physique, ce qui suggère peut-être que les habitants de la ville ont résisté à l'agression philistine. La situation semble être inverse pour Afoula, car très peu de traces de violence ont été trouvées, ce qui suggère qu'une paix a été négociée avec les conquérants ou bien que la ville s'est soumise. Cependant, de nombreux chercheurs estiment que la présence de poterie philistine dans cette région ne témoigne pas nécessairement d'une hégémonie politique, mais plutôt d'échanges commerciaux. Cela est particulièrement renforcé par le fait que la poterie philistine dans la région apparaît en très petit nombre. Si les Philistins ont effectivement établi un contrôle politique sur la vallée de Jezréel, il ne pouvait s'agir que d'une administration relativement légère exercée par des élites. Les chercheurs sont de plus en plus nombreux à penser que l'idée selon laquelle les Philistins auraient envahi violemment le sud du Levant est inexacte. En tout cas, cela n'est pas réellement étayé par les données archéologiques. Au contraire, il se pourrait bien que l'essor de la puissance et de la culture philistine à la toute fin de l'âge du bronze et au début de l'âge du fer soit davantage dû au déclin de la puissance égyptienne dans la région lors de l'effondrement de la fin de l'âge du bronze. Avec la disparition de l'obligation de verser d'importants tributs à leurs suzerains égyptiens, les villes de la Philistie ont vu leur population et leur superficie urbaine augmenter, devenant des centres économiques de plus en plus prospères. La Bible décrit une série de conflits prolongés entre les Israélites et les Philistins. Naturellement, il convient de se méfier de l'historicité de la Bible en ce qui concerne les Philistins, car il s'agit avant tout d'un texte religieux dont l'objectif principal est de présenter les Israélites comme le peuple élu de Dieu. Mais elle nous offre tout de même un récit fascinant sur les relations entre Philistins et Israélites. Il convient également de noter que les distinctions sociales et ethniques marquées établies entre ces deux peuples par la Bible sont, selon certains chercheurs, largement exagérées. Il a plutôt été avancé que l'économie jouait un rôle bien plus déterminant dans la façon dont ces groupes vivaient, les Israélites habitant les régions montagneuses moins fertiles et plus pauvres, tandis que la Shéphéla et les régions côtières étaient occupées par les Philistins. Ces démarcations théologiques et ethniques, établies afin de stabiliser l'identité judéenne, ne reflètent pas la réalité historique. De manière générale, la Bible, et en particulier le livre des Juges, le livre de Samuel et les livres des Chroniques, décrivent les Israélites comme étant politiquement dominés par les Philistins.
La période des juges, durant laquelle les Israélites étaient organisés autour d'une confédération lâche de tribus, est supposée avoir duré du milieu du XIIe siècle jusqu'à la fin du XIe siècle avant J.C. La Bible décrit cette période comme étant ponctuée d'épisodes de conflits entre les Philistins, alors dominants, et les Israélites, politiquement inférieurs, une dynamique de pouvoir qui aurait pris fin avec la formation du royaume unifié d'Israël. Peut-être l'exemple le plus célèbre de l'antagonisme entre Israélites et Philistins est-il l'histoire de Samson, l'un des juges d'Israël, doté d'une force immense par Dieu, force qu'il utilisa pour massacrer toute une armée de Philistins, avec pour seule arme une mâchoire d'âne, dans le chapitre 15 du livre des Juges. Samson est trahi par sa maîtresse, Dalila, qui lui coupe les cheveux, le privant ainsi de sa force. Dalila elle-même est soudoyée pour agir ainsi par les seigneurs des Philistins, qui capturent alors Samson, l'emmènent à Gaza et forcent l'ancien grand Israélite à moudre du grain. La célèbre fin de Samson, où la restauration miraculeuse de sa force grâce à la prière lui permet de détruire le temple philistin dans lequel il est retenu en faisant s'effondrer les colonnes, se déroule dans le temple de Dagon, une divinité philistine qui aurait pu être vénérée comme le père des dieux. Un signe de la subjugation des Israélites était l'interdiction des armes que les Philistins auraient imposées à leur sujet, comme l'illustre un passage du premier livre de Samuel. Il ne se trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins disaient « Les Hébreux ne doivent pas se fabriquer d'épées ni de lances ». Ainsi, tous les Israélites descendèrent chez les Philistins pour aiguiser leurs socs de charrues, leurs hoyaux, leurs haches et leurs faucilles. Cependant, cette interdiction n'a apparemment pas empêché les Israélites de se soulever ouvertement contre la domination philistine, sous la conduite de Saül. Une série de batailles est rapportée dans la Bible. Lors de la bataille de Michmash, les Philistins auraient été mis en déroute par une force israélite dirigée par Jonathan, le fils du roi Saül, tandis qu'un affrontement dans la vallée d'Éla a servi de cadre au combat singulier entre le géant philistin Goliath et le futur roi David. Cependant, les Philistins semblent avoir porté un coup dévastateur en remportant la victoire lors de la bataille du mont Gilboa, au cours de laquelle les Israélites furent complètement vaincus. Les fils de Saül, Jonathan, Aminadab et Malkishua, furent tous tués, et Saül lui-même se jeta sur son épée plutôt que de tomber en captivité. En tant qu'ennemis jurés des protagonistes bibliques, les Philistins sont dépeints comme sauvages et cruels envers les corps de leurs ennemis. Ils lui coupèrent la tête et lui enlevèrent son armure, puis envoyèrent des messagers dans tout le pays des Philistins pour en faire l'annonce dans la maison de leurs idoles et parmi le peuple. Ils déposèrent son armure dans la maison d'Astarté, et ils fixèrent son corps au mur de Beth-Shan. Cependant, ce serait le roi David qui finirait par vaincre et soumettre les Philistins à la tête du royaume uni d'Israël, ce qui se serait peut-être produit à la toute fin du XIe siècle ou tout début du Xe siècle avant J.C. Bien que David ait mis en déroute les forces philistines et apparemment même capturé Gath, la Philistie elle-même ne semble pas avoir été occupée par les Israélites. Durant cette période, les villes philistines étaient plutôt à la merci des grandes puissances étrangères qui les entouraient, en particulier l'Égypte. Selon le premier livre des rois, un pharaon égyptien non nommé, beau-père du roi Salomon, captura et rasa la ville de Gézer avant de l'offrir à sa fille. Et tant les sources bibliques qu'égyptiennes attestent que la campagne du pharaon Sheshonq contre les Israélites utilisa la ville de Gaza comme base d'opération. Ce n'est qu'avec l'éclatement de la monarchie unifiée en royaume d'Israël et de Juda, vers l'an 930 avec sa J.C., que les Philistins semblent avoir pu rétablir leur présence politique dans la région. Il semble que les Philistins s'aient pu maintenir un certain degré d'indépendance politique jusqu'au milieu du 8e siècle avec J.C. Comme d'autres peuples du Levant, tels que les Phéniciens, ils étaient peut-être nominalement sous l'hégémonie égyptienne et contraints de payer des tributs. Cependant, la suprématie politique de l'Égypte dans la région à cette époque est souvent remarquée pour sa relative légèreté. Les cités phéniciennes, par exemple, jouissaient d'un haut degré d'autonomie politique et économique, tout en restant nominalement sous contrôle égyptien. C'est une menace venue de l'Est, dont les efforts violents pour imposer son hégémonie sur le sud du Levant, qui a marqué le début de la fin pour les Philistins sous la forme du conquérant roi néo-assyrien Tiglath-Phalazar III. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, intéressons-nous à la société et à la culture des Philistins. Politiquement, la Philistie était dominée par les 5 principales villes philistines. Bien qu'on les désigne collectivement sous le nom de polités philistines, ces villes n'étaient pas unies au sein d'un seul empire ou d'un seul État. Elles étaient plutôt des entités indépendantes qui agissaient souvent en confédération. Cette coopération entre les villes philistines semble, à certains moments, avoir pris la forme de conseils convoqués pour discuter de questions importantes. La Bible relate le conseil philistin qui fut réuni afin de décider du sort de l'arche d'alliance, prise aux Israélites lors d'une bataille près d'Aphek. Ils firent donc venir tous les princes des Philistins et dirent « Que devons-nous faire de l'arche du Dieu d'Israël » Ils répondirent « Que l'arche du Dieu d'Israël soit transportée à Gath. » Ils y amenèrent donc l'arche du Dieu d'Israël.
Les dirigeants, ou rois, des villes philistines étaient appelés Sérènes, ou au pluriel, Sérénim. On ne sait pas clairement si ces dirigeants régnaient en tant que monarques héréditaires ou comme autarques ayant accédé au pouvoir par des intrigues politiques. Un seul de ces Sérénim est identifié par son nom dans la Bible, le dirigeant de Gath, dont le nom est donné comme Achish. L'archéologie indique également l'existence d'une classe élite parmi les Philistins, capable de se procurer des biens de prestige. Les chevaux et les chars étaient manifestement prisés par l'élite, comme en témoigne la découverte de goupilles de chars et d'ossements de chevaux, et à Ashkelon. Culturellement, l'élite philistine affiche un mélange de styles. Bien que 4 des 5 villes philistines aient été à l'origine fondées par des Cananéens, les découvertes archéologiques d'élite dans ces villes révèlent des influences cananéennes, égéennes et égyptiennes. Par exemple, un palais à Ashdod a été rénové avec des éléments rappelant ceux de l'élite égéenne contemporaine. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la question de l'apparence de la culture philistine. Nous savons que les Philistins ont intégré des éléments des cultures égéennes, égyptiennes et cananéennes locales, ce qui a conduit à une fusion progressive donnant naissance à la culture philistine. Cependant, ce que nous ne comprenons pas clairement, c'est à quoi cela ressemblait sur le plan social. Il n'existe aucune preuve indiquant que les Cananéens locaux formaient une sous-classe servant les dirigeants philistins comme main-d'œuvre agricole. Cependant, une classe d'élite existait clairement dans une certaine mesure. Que cette élite ait été une élite ethnique philistine qui gouvernait la région à la manière des Égyptiens ou une élite hybride composée de Cananéens et de Philistins, nous ne pouvons l'affirmer avec certitude. La découverte de vestiges archéologiques liés à l'agriculture, comme nous le verrons dans la prochaine section de cette vidéo, indique que les Philistins étaient des agriculteurs accomplis. Cependant, il semble, d'après les niveaux les plus anciens fouillés dans les villes philistines, que ce peuple était avant tout composé d'habitants urbains. Les exemples les mieux conservés de cela se trouvent peut-être à Ashdod, où la ville était divisée en zones distinctes, une zone industrielle, une région centrale avec une architecture monumentale et des sanctuaires religieux, ainsi que des quartiers résidentiels. Ashdod et d'autres villes philistines étaient généralement entourées de fortifications en briques de terre crue. L'agriculture constituait apparemment la principale composante de l'économie des cités-États philistines. L'emplacement des principales villes philistines le confirme, puisque 4 des 5 se trouvent à l'intérieur des terres et sont toutes entourées de certaines des meilleures terres arables de la région, dans les larges vallées fertiles appelées la Shéphéla. Ces vallées offraient non seulement d'excellentes opportunités agricoles, mais facilitaient également le commerce entre les villes philistines et au-delà, ainsi que des liaisons aisées entre les villes de l'intérieur, les plaines côtières et les ports où le commerce nord-sud circulait traditionnellement. Les schémas d'implantation philistins étaient apparemment tellement centrés sur les préoccupations agricoles que la défense était quelque peu négligée. Aucune des villes de la Pentapole phénicienne n'est située sur des collines ou des promontoires facilement défendables, comme c'était pourtant l'usage à l'époque. Les Philistins ont également introduit certaines espèces non locales dans le sud du Levant, notamment la coriandre, appréciée non seulement comme épice, mais aussi comme offrande. Les feuilles de laurier semblent aussi avoir été introduites par les Philistins, leur fournissant non seulement du bois pour la construction et la fabrication, mais aussi un fruit, une petite mûre brillante contenant des huiles. Les Philistins n'ont pas seulement introduit des plantes dans la région. Les cochons, peut-être amenés de la mer Égée ou d'Anatolie, étaient élevés pour leur viande. Fait intéressant, des preuves de l'élevage de porcs ne se trouvent que dans les régions de la Philistie, bénéficiant d'un climat relativement tempéré et de sources d'eau facilement accessibles, comme la Shéphéla. Le sud du Negev, en revanche, n'a pratiquement livré aucune trace de présence porcine. À l'âge du fer, l'élevage philistin s'est détourné des porcs pour se concentrer de plus en plus sur le bétail, utilisé à la fois pour la viande, le lait et comme animaux de trait. Cette importance accrue accordée aux bêtes de somme, combinée au fait que de nombreux sites philistins se trouvent dans des vallées alluviales fertiles, a conduit à l'hypothèse qu'à l'âge du fer, les Philistins ont connu une sorte de révolution agricole. Comme c'était courant au Levant à cette époque, l'huile d'olive était un produit agricole majeur. De grandes presses circulaires en pierre permettaient d'extraire ce précieux liquide, et des pressoirs indépendants, équipés de poids de pressage, furent développés à la fin de l'âge du fer. Le vin était également un produit majeur de la Philistie, le climat étant favorable à la vigne. Et tant le vin que l'huile d'olive étaient exportés dans les villes philistines et au-delà, en particulier vers l'Égypte. Les Philistins produisaient assurément un certain nombre de produits textiles. Un certain nombre de poids de métier à tisser pincés découverts sur des sites archéologiques en témoignent. Fait intriguant, leur style ressemble davantage aux pratiques de tissage égéennes. Cependant, il est possible que ces poids aient été développés au Levant. Il semble également que le mercantilisme ait constitué une part non négligeable de l'économie philistine.
Avant d'imaginer des marchands côtiers disposant de vastes réseaux commerciaux à la manière des Phéniciens, il convient de noter que les données archéologiques semblent indiquer que l'activité commerciale philistine était en réalité presque entièrement localisée. Le professeur d'archéologie méditerranéenne Asaf Yassur Landau a suggéré que les données archéologiques témoignent d'un manque d'activité commerciale à longue distance de la part des Philistins. De plus, les dirigeants des cités philistines, les Sérapim, semblent ne pas avoir participé activement, voire pas du tout, aux activités commerciales. Les fouilles des villes de la Philistie n'ont révélé ni vastes entrepôts pour les marchandises, ni accumulation de biens de luxe, ce qui aurait pourtant été révélateur d'un commerce important. Parmi les éléments les plus connus de la culture philistine figurent les céramiques. La poterie philistine présente des formes et des motifs distincts, absents des traditions céramiques contemporaines du sud du Levant, ce qui indique des influences étrangères. Les premières poteries philistines sont monochromes, avant que ne se développe le style classique rouge et noir associé à la Philistie. Les motifs mycéniens sont les plus dominants, les plus courants étant les oiseaux, les poissons, les spirales, les demi-cercles et les chevrons, ornant tous des bols, des cratères, des jarres à sirop, des pyxides et des jarres à 3 anses. Les premiers fours philistins témoignent eux aussi d'influences extérieures. Un four technologiquement avancé découvert à Tel Djemeh est d'ailleurs très similaire à d'autres fours sophistiqués de l'âge du bronze trouvés en Crète et à Milet en Anatolie. Cela dit, les Philistins utilisaient également des techniques locales levantines, car de nombreux fours de l'âge du fer sont comparables à des exemples trouvés en Syrie et au Levant. Il est très important de noter que l'apparition de technologies extérieures ne signifie pas nécessairement que les Philistins utilisaient ces technologies de la même manière que les Égéens. Elles étaient probablement adaptées à leur contexte local et trouvaient ainsi de nouvelles significations. Essentiellement, cela a conduit à ce que l'on pourrait considérer comme un style proprement philistin, un style égéen hybride produit dans le sud du Levant. Malgré leur image belliqueuse, notamment propagée par la Bible, les sites archéologiques philistins ne livrent généralement pas plus d'armes que les autres sites non philistins de la région. Cela dit, un grand nombre de découvertes métallurgiques à Tel es-Safi, que l'on pense être le site de Gath, semblent très différentes de la métallurgie locale, indiquant une fois de plus des influences extérieures. De plus, les styles architecturaux philistins dans le Levant semblent indiquer une origine potentiellement non locale, y compris dans la disposition des temples et des maisons, les baignoires, les bases de colonnes, les foyers, les plateformes et les bancs. Un mur mégalithique taillé au marteau, construit selon le style des casemates, pourrait même indiquer une origine occidentale, car la méthode des casemates est plus fréquemment associée à la construction hittite et égéenne. La casemate est une construction à double mur où des murs latéraux sont érigés entre les 2 murs principaux, créant une série de pièces pouvant être utilisées à des fins résidentielles ou de stockage. Des foyers de galets, très différents des fours en terre battue locaux que l'on trouve dans toute la région, ont été découverts sur de nombreux sites philistins. La sagesse traditionnelle voulait que les Philistins parlent une langue égéenne ou chypriote et utilisent l'un des systèmes d'écriture associés à ces régions. Cependant, cela n'est plus certain. En réalité, il semble probable que les Philistins parlaient une variété de langues, reflétant leurs origines mixtes. La nature de la langue philistine et de l'alphabet qu'ils utilisaient fait l'objet de nombreux débats et demeure extrêmement flou. Quelques indices peuvent être tirés de la Bible hébraïque. Le titre des dirigeants des villes philistines, Sérène ou Sérénim, est considéré comme étant d'origine indo-européenne. Il a même été suggéré qu'il pourrait être lié au proto-grec ou au lydien, ainsi qu'au mot grec tyrannos signifiant tyran. Les inscriptions de l'âge du fer ancien sont, jusqu'à présent, totalement absentes, bien que 2 sceaux provenant d'Ashdod aient été découverts, portant des signes indéchiffrés. De plus, il a été suggéré que des tablettes d'argile trouvées à Tel Dir Allah pourraient constituer une écriture philistine jusqu'alors inconnue. Fait intéressant, la Bible ne semble pas mentionner de problème de langue lorsqu'il s'agissait de la communication entre Israélites et Philistins, contrairement à ce qu'elle rapporte pour les Assyriens et les Babyloniens. La plupart des noms philistins sont d'origine sémitique, bien qu'il soit tout à fait possible que ces noms et d'autres éléments sémitiques de la langue philistine aient été empruntés aux habitants locaux du sud du Levant. Cependant, il convient également de noter que certains noms philistins, tels que Goliath et Akish, ne sont pas sémitiques. Des origines indo-européennes ont été suggérées, bien que cela fasse l'objet de certains débats. Les technologies d'écriture employées sur les sites philistins sont conformes aux normes locales. Tablettes d'argile, écriture sur des pots à l'aide de peinture et d'encre et inscriptions gravées dans la pierre. Bien qu'il existe quelques indices de l'utilisation de signes si prominents sur certains pots philistins, cela reste spéculatif. Le point de départ principal pour toute discussion sur la religion philistine est habituellement la Bible, car elle contient les noms de nombreux dieux philistins ainsi que des indices sur les pratiques religieuses philistines.
Comme la plupart des peuples du Moyen-Orient de l'époque, la religion des Philistins était fondée sur le culte d'un panthéon de dieux. Le premier livre de Samuel relate une histoire selon laquelle les Philistins, après avoir vaincu les Israélites lors de la bataille d'Aphek, capturèrent l'arche d'alliance et la déposèrent dans le temple de Dagon, dans la ville d'Ashdod. Lorsque les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils l'amenèrent dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain matin, lorsqu'ils se levèrent de bonne heure, voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche du Seigneur, et la tête de Dagon, ainsi que les 2 paumes de ses mains, étaient coupées et gisaient sur le seuil. Il ne restait à Dagon que le tronc. La signification de ce passage réside dans le fait qu'il révèle comment le culte des Philistins s'articulait autour des temples, lesquels abritaient des statues cultuelles. C'est ce à quoi fait référence la phrase, et ils la placèrent à côté de Dagon. Comme beaucoup de peuples de l'ancien Proche-Orient, tels que les Assyriens et les Babyloniens, les Philistins considéraient probablement leurs statues cultuelles comme les réceptacles terrestres de leur divinité. Ainsi, la présentation de l'arche capturée constituait une offrande des Philistins à Dagon. La présentation des statues cultuelles des ennemis vaincus était une autre pratique courante au Proche-Orient. Bien sûr, comme les Israélites interdisèrent le culte des idoles et n'avaient donc pas de statue cultuelle de leur dieu, l'arche était probablement considérée comme la meilleure alternative. Le culte dans l'Antiquité proche-orientale allait de pair avec une classe sacerdotale qui administrait les temples et accomplissait les rituels, incluant souvent des sacrifices pour apaiser la divinité. L'observance des rituels était cruciale pour le bon fonctionnement de la société, afin d'assurer de bonnes récoltes et la prospérité matérielle. Le sacrifice impliquait généralement l'abattage de moutons ou de bovins, la combustion de la graisse de l'animal sur l'autel de la divinité et la consommation rituelle de sa viande par les fidèles. Contrairement à d'autres peuples du Proche-Orient mieux connus, comme les Mésopotamiens ou les Égyptiens, qui produisaient souvent des documents inscrits relatant leurs pratiques rituelles, les Philistins ne nous ont laissé aucun témoignage écrit de leurs rituels. Les artefacts liés au culte découverts sur des sites philistins présentent de grandes similitudes avec des objets contemporains que l'on retrouve dans tout le sud du Levant, tels que des autels et des brûles encens, bien que certains objets, comme l'autel à 2 cornes de Tel el-Safi, supposé être Gath, semblent montrer des influences hybrides, en l'occurrence locales et occidentales. Des figurines représentant une femme assise, probablement une déesse, sont des artefacts courants en Philistie et sont connus sous le nom d'Ashdoda. La forme de ces statues votives est cohérente avec le culte égéen. Les coutumes funéraires peuvent également être déduites de la découverte d'autres figurines funéraires en terre cuite sur des sites de sépulture à Hazor et Tel Jemeh. De forme féminine et représentées avec les mains posées sur la tête ou croisées sur la poitrine, ces figurines sont très similaires à des exemples trouvés dans l'Égée, sur le continent grec, à Rhodes, à Naxos et dans l'est de la Crète. La présence de ces artefacts cultuels classiques en Philistie indique que les Philistins adoraient leur divinité d'une manière très similaire à celle des autres peuples de l'ancien Proche-Orient. Si le culte était la principale forme de dévotion chez les Philistins, le grand centre de la religion philistine était bien sûr les dieux et déesses eux-mêmes. Le passage que nous avons examiné plus tôt dans le premier livre de Samuel n'indique pas seulement les coutumes religieuses des Philistins, mais nomme également leur dieu principal, Dagon. L'importance de Dagon pour les Philistins est démontrée dans ce passage, puisque c'est dans son temple qu'ils apportent la relique religieuse la plus précieuse des Israélites vaincus. Il est important de noter qu'il existe très peu de preuves extra-bibliques pour soutenir l'idée que Dagon était considéré par les Philistins comme leur divinité la plus importante. Bien qu'il soit possible que Dagon, qui semble avoir été considéré comme un dieu créateur ou le père des dieux, soit à l'origine une divinité égéenne ou indo-européenne que les Philistins auraient apportée dans le sud du Levant, il se peut également qu'il s'agisse d'un dieu cananéen déjà existant, peut-être inspiré du dieu du grain et de la prospérité, Dagan, qui était vénéré en Syrie avant la migration des Philistins. Les statues d'Ashdod mentionnées précédemment sont considérées comme présentant de nombreuses similitudes avec des figurines de femmes assises trouvées en Égée, dont beaucoup sont représentées tenant des enfants. Il est donc possible, et cela a été émis comme hypothèse, que ces figures d'Ashdod représentent une forme de déesse maternelle que les Philistins auraient pu apporter avec eux dans le sud du Levant. La datation de ces figurines semble en effet coïncider avec la période de prédominance politique des Philistins, la majorité d'entre elles ayant été découvertes dans les villes d'Écrom et d'Ashdod, datant des 12e et 11e siècles avec Jitsé, et apparaissant encore jusqu'au 8e siècle avec Jitsé. En plus de leurs dieux égéens ou hybrides, les Philistins ont assurément adopté un certain nombre de divinités cananéennes. L'une de ces divinités était Astarté, une déesse de la guerre cananéenne dont la popularité était pratiquement omniprésente parmi les peuples cananéens. Si les Philistins sont effectivement arrivés au Levant dans le cadre des campagnes militaires des peuples de la mer, le culte d'une déesse de la guerre prendrait tout son sens. Selon le premier livre de Samuel, les Philistins ont emporté le corps de Saül, vaincu et tué, dans le temple d'Astarté, appelé Ashtaroth. Un autre dieu adopté par les Philistins était Baal, la divinité principale parmi les peuples cananéens et un dieu associé à la pluie.
Dans le deuxième livre des rois, le roi d'Israël, Ézéchias Ier, frappé par la maladie, envoie des messagers à la ville d'Écron pour solliciter la protection du dieu Baal-Zébub. Il semble probable que, dans ce cas, Baal-Zébub soit une variante locale du Baal cananéen, adoptée par les Philistins et adaptée à son contexte local. Le milieu du 8e siècle avant J.C. a marqué un déclin sévère de la prospérité des villes philistines. Le roi néo-assyrien Tiglath-Phalazar Touet, couronné en 745 avant J.C. et déterminé à inverser la stagnation qui paralysait son empire, entreprit une série de campagnes militaires qui doublèrent presque l'étendue des terres sous son contrôle. En centralisant le pouvoir entre les mains de la monarchie et en professionnalisant l'armée assyrienne, Tiglath-Phalazar entreprit une série de conquêtes au Levant de 743 à 732 avant J.C. Au cours de plus d'une décennie de violence, les Assyriens capturèrent et soumirent toute la région, établissant une hégémonie politique, y compris sur les villes des Philistins. Gaza elle-même fut l'une des dernières places fortes à tomber en 734 après J.C. Cela eut pour conséquence que l'Égypte et l'Assyrie partagèrent une frontière pour la première fois. L'antagonisme entre l'Assyrie et l'Égypte allait avoir un impact considérable sur les Philistins, car les pharaons égyptiens commencèrent à soudoyer les peuples soumis aux Assyriens pour qu'ils se révoltent contre leur suzerain. Aux alentours de l'an 711, la ville d'Ashdod refusa de payer le tribut et se souleva en rébellion. Le roi assyrien Sargon II réagit par une invasion militaire totale, capturant et saccageant Ashdod et Gath. La Philistie fut alors incorporée comme une province assyrienne à part entière. J'ai rebâti leur ville et y ai installé les peuples des terres que mes mains avaient conquises. J'ai nommé mon officier comme gouverneur sur eux. Je les ai comptés parmi le peuple d'Assyrie et j'ai imposé mon joug. Cette défaite fut un coup de massue pour les Philistins. La pratique courante chez les Assyriens consistait à piller ou détruire les villes rebelles, à emporter les statues cultuelles vers la capitale de Ninive et à réinstaller les peuples rebelles à travers l'empire assyrien. Le texte que nous venons de voir le laisse entendre. Il est probable qu'au moins une partie des habitants d'Ashdod et de Gath ait été réinstallée ailleurs et que les villes reconstruites aient été partiellement peuplées de non-philistins. Gath elle-même semble avoir été totalement détruite puisqu'elle n'est plus mentionnée dans les sources ultérieures concernant les Philistins. En 705, avec J.C., le roi de Juda, Ézéchias, leva l'étendard de la révolte contre la Syrie. Les cités philistines semblent avoir été divisées lors de cette rébellion. Le roi d'Ashkelon rejoignit les rebelles, tandis que le souverain d'Écron resta loyal, et en conséquence, sa ville fut assiégée et capturée par les rebelles. Poussé à agir, le roi assyrien Sennachérib envahit la région pour rétablir son autorité, capturant Ashdod, Ashkelon, Gaza et Écron, et imposant de lourds tributs à leurs habitants. La chute de l'empire néo-assyrien en 612 à Base avec J.C. n'apporta aucun répit aux Philistins, car l'empire néo-babylonien s'éleva rapidement pour prendre sa place et exercer son contrôle sur la Philistie. C'est sous le règne du roi néo-babylonien énergique Nabuchodonosor II que les Philistins connurent finalement leur chute. Le roi nouvellement couronné chercha à établir son autorité sur le Levant dès le début de son règne. En fait, c'est dès la première année de son règne qu'il marcha sur Ashkelon, qui s'était rebellé contre lui. Les annales néo-babyloniennes décrivent comment le roi d'Ashkelon fut fait prisonnier après la chute de sa ville et comment Ashkelon elle-même fut d'abord mise à sac puis rasée jusqu'au sol. Ce nivellement brutal de la ville rebelle est confirmé par des découvertes archéologiques récentes qui ont révélé une destruction massive compatible avec un sac violent. Dans les années qui suivirent, Gaza et Écron furent certainement capturés et ont probablement subi un sort similaire. Ce ne furent pas seulement les Philistins qui furent soumis au joug babylonien. L'ensemble du Levant fut subjugué par Nabuchodonosor et intégré à l'empire néo-babylonien en pleine expansion. Un grand nombre de Philistins furent réinstallés à Babylone et ceux qui restèrent au Levant succombèrent au lent processus d'acculturation, leur identité culturelle ayant été gravement affaiblie par la destruction de leur ville et la déportation de leur peuple. Les vestiges des Philistins, arrachés à leurs racines culturelles, semblent en réalité avoir été complètement assimilés aux peuples voisins de la région. Pour reprendre les mots de Gitin, la Philistie ne possédait plus un noyau culturel suffisamment fort ou résilient pour survivre à la destruction de ses villes et à la déportation de sa population. À l'instar des Assyriens avant eux, les Babyloniens pratiquaient l'installation et l'exil de peuples conquis ou rebelles afin de prévenir toute nouvelle insurrection. On sait notamment qu'un grand nombre de Judéens du royaume de Juda furent exilés à Babylone après le siège de Jérusalem en 597 avec J.C. De la même manière, il semble qu'un grand nombre de Philistins aient également été exilés à Babylone. Ces exilés ont pu préserver leur sentiment d'identité philistine pendant un certain temps, se désignant eux-mêmes comme des hommes de Gaza ou d'Ashkelon pendant au moins 1 siècle et demi après avoir quitté le sud du Levant.
ces mentions des Philistins exilés à des milliers de kilomètres de chez eux constituent leur dernière apparition dans les sources écrites. Privée depuis longtemps de son indépendance politique, la culture philistine s'est progressivement éteinte, sans doute accélérée par les conquêtes répétées et les déplacements forcés imposés par les rois néo-assyriens et néo-babyloniens. À l'époque perse, à partir du milieu du vieux siècle AV-J.C., les habitants de la région de la Philistie étaient plutôt connus sous le nom de Phéniciens. Les Philistins, anciens adversaires de la Bible, n'étaient plus. Merci d'avoir regardé. Si vous appréciez ces vidéos, vous pouvez trouver du contenu supplémentaire sur mon Patreon. Vous pouvez également obtenir un accès anticipé aux prochaines vidéos, ainsi qu'à des scènes coupées, c'est-à-dire des parties que j'ai retirées de la vidéo principale.